C'est le 69e épisode des Technos que nous vous proposons cette semaine avec une image de la semaine, le courrier des auditeurs et tas d'autres choses liées par exemple à un célèbre salon du mobile. On en parle tout de suite. Et pour parler de tout ça, on a avec nous de ce côté-ci Benoît. Salut Benoît. Tu peux parler. C'est de la musique. Voilà, il joue avec son pied de micro. Et puis de l'autre, il y a Sébastien. Salut Sébastien. Pour aborder ensemble, bien entendu, comme on a l'habitude de le faire chaque semaine, l'actualité technologique de la semaine. Traditionnellement, on commence avec le courrier des auditeurs. Et on va en parler, bien entendu, puisqu'on a eu quelques réactions. Une réaction en particulier concernant le hors-série que nous vous proposions la semaine dernière, concernant la Moto 360 Sport. On s'était un petit peu lâché avec Sébastien concernant cet écran rond. Vous avez remarqué que la Moto 360, c'est une smartwatch, elle est ronde, et donc on trouvait que c'était super cet écran rond, et on considérait que c'était assez récent comme technologie. Et là, on nous a un petit peu repris de volée. C'est Victor B qui nous a signalé que ça existait déjà depuis très longtemps, depuis 2008, avec la Motorola Aura 2008. C'est cet engin-ci dont je ne me souvenais pas moi personnellement. Sébastien, je sais pas si toi tu te rappelais de cette. C'est pas encore un smartphone, hein, c'est un GSM, mais avec un écran, effectivement, rond, plutôt joli, hein, enfin, plutôt, voilà, ça fait un peu Star Trek, ça fait un peu années 70, il y a un petit côté Zippo aussi, dans le côté aluminium de l'appareil, si vous en rappelez, c'est donc l'Aura 2008, merci en tout cas. Hotmail.com, l'Aura 2008, ça je ne sais pas. Et donc, c'est plutôt bien vu, ça veut dire qu'on a des auditeurs très très attentifs, et ça c'est une bonne chose, et puis on souhaite la bienvenue à un nouvel auditeur. Il y en a certainement d'autres, mais celui-là a réagi. Il a dit qu'il était très content d'avoir découvert notre chaîne et qu'il y apprenait plein de choses, pas mal de choses intéressantes dans ce qu'on dit, manifestement. Donc on ne dit pas que des bêtises, et ça c'est plutôt rassurant aussi d'avoir ce type de retour. Merci en tout cas pour vos messages. N'hésitez pas à encore poser des questions, encore nous envoyer des messages, que ce soit en regard de la vidéo sur YouTube ou sur le blog lestechno.be ou sur informaticien.be. Je ne sais pas s'il y a eu des réactions cette semaine, Sébastien, sur informaticien.be. Je pense pas. Hein. Si, ça a discuté un peu, c'est brosse, mais beaucoup moins que d'habitude. C'était une semaine calme. Mais ouais. C'est vrai que l'actualité était plutôt calme aussi. Hein. Ça l'était, oui. Mais ça râlait sur les débits, parce qu'effectivement, on disait qu'on avait 100 mégas, mais il disait effectivement en Belgique, quand on n'est pas en ville, c'est pas évident d'avoir toujours 100 mégas. D'accord, donc on parlait des débits chez les providers, quoi. Donc, ouais. Ok, ça va. Ensuite, tiens, de l'actualité, il y en a quand même eu cette semaine. Et on va faire un point à part, si vous voulez bien, concernant cette actualité, puisqu'on a l'habitude, vous le savez, de suivre un abécédaire, mais on ne va pas systématiquement le mettre dans l'abécédaire, parce que ça va être un petit peu compliqué, puisqu'on va parler à la fois de Samsung, de Caterpillar, et d'autres choses également, puisqu'on vous parle du Mobile World Congress qui a lieu cette semaine, et avec plein d'annonces. On n'en a retenu que quelques-unes, Sébastien, à commencer par Samsung, qui lance donc son Galaxy S7. Tu as suivi la keynote. J'ai suivi la keynote et je pourrais presque vous dire, voici le Galaxy S7. Bon non, c'est le 6, oui. Mais c'est presque le 7 si on rabote un petit peu l'appareil photo sur la caméra. Oui, voilà, si on rabote l'appareil photo, c'est le 7. D'accord. Alors oui, j'ai suivi quelques trucs du MWC, mais c'est vrai qu'on n'a pas, on a quand même encore beaucoup de choses à faire, et le MWC c'est quand même 4 jours, de 22-25. Oui. Et il y a beaucoup de conférences de presse, j'en ai suivi quelques-unes, dont celle de Samsung, parce que voilà, historiquement j'aime bien encore la marque, je sais pas pourquoi, admettons, et je voulais voir ce qui sortait sur le S7, entre autres. Et donc le S7, ça ressemble, si vous avez suivi, exactement la même chose au niveau des spécifications que le LG. On se retrouve avec les mêmes processeurs, les mêmes tailles d'écran, les mêmes machins, etc. Donc d'un point de vue technologique, je vais pas faire la liste de tout ce qu'il y a comme résolution. D'ailleurs, c'est le même que le S6. Hein, la résolution n'a pas augmenté. Il y a que Sony qui se bat sur la résolution pour avoir quelque chose d'énorme, mais on est déjà sur des résolutions qui sont importantes, donc on va pas, ça sert à rien pour le moment de monter plus haut. Enfin, pour rappel, c'est quand même déjà du 2560, enfin 1440. C'est quand même déjà assez puissant.
Au niveau CPU, ça va un peu plus vite. Il débarque avec du Vulkan. Vulkan, c'est une API pour remplacer OpenGL pour aller beaucoup plus vite sur tout ce qui est jeu, consommer moins de batterie, etc. Et en même temps, pour ceux qui ont déjà suivi tout ce qui était hors série sur la Shield a connu une mise à jour cette semaine avec la Shield 3.0 qui a apporté aussi l'API Vulkan sur la Shield, et donc avec remettant comme d'habitude la Shield au top du panier en puissance. Mais là c'est sur le téléphone, sur le S7 ça y est aussi. Et alors, ce qui est très amusant, c'est le retour de la carte micro SD. Oui. Quand on nous avait saqué sur le S6, et le retour d'une certaine manière de la résistance à l'eau. Alors, donc je ne sais plus ici combien ils font, mais ça doit être 30 cm pendant une demi-heure ou un truc comme ça. Oui. Donc les gars, c'est génial, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux... C'était exceptionnel hein, comme conférence. Vous allez pouvoir découvrir de nouveaux usages de votre téléphone. Et j'ai réfléchi, mais je pouvais faire ça avec mon S5 avant. Tu m'emmerdes là. C'est juste que j'ai pas pu pendant un an. Donc voilà, la conférence était assez plate. Les annonces sur le S7 étaient au final pas exceptionnelles, hein, parce que c'est une évolution. Le téléphone est sympa, machin, blabla. Le SG est sympa aussi, mais ça... En marge de ça, j'ai vu qu'il y avait une petite action commerciale où ils offraient le Galaxy VR, donc le casque dont tu nous as déjà parlé, de réalité virtuelle, avec le Galaxy S7 au lancement. Pendant la précommande, effectivement, ils l'offrent, mais tu dois effectivement l'acheter où que ce soit, mais prendre ton bon de commande, l'envoyer à Samsung, qui ensuite va t'envoyer le Gear VR. C'est un cadeau à 100 balles, c'est toujours sympa, mais le téléphone n'est toujours pas gratuit, donc voilà, par rapport à d'autres qui font pour plus ou moins la même performance, des prix très inférieurs. Ce que j'ai beaucoup plus apprécié chez Samsung, et qui malheureusement a pas fait beaucoup de... enfin, un tout petit peu de bruit, mais pas beaucoup d'informations pendant la conférence, c'est tout ce qui était Samsung Auto. Alors, je ne sais pas si toi tu as vu, mais au moment où ils ont commencé à en parler, c'était ça m'a bien fait rigoler, parce que les mecs qui débarquent sur le port OBD. Oui, tout à fait. J'ai vu ça. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on avait, je pense, un des premiers hors série que nous vous proposions il y a déjà pas mal de temps de ça, sur OBD Link, donc l'utilisation du port OBD dans la voiture, qui existe depuis les années 90, je pense, hein, sur les voitures. Et donc ils débarquent avec ça, et tout le monde trouve ça soit super dangereux, ou voilà. Mais pourquoi pas, effectivement. Oui, et donc ils débarquent avec des trucs qui existent chez d'autres, parce que Dash le fait avec un simple connecteur ODB, mais avec le fait de pouvoir contrôler ce que fait votre voiture, comment vous roulez pour vous aider à mieux conduire, blablabla. Mais ils rajoutent à ça aussi une couche tisane. Alors, c'est pas encore très clair, justement, ça manquait dans leur démo de savoir à quel point tu vas pouvoir interagir avec ta bagnole, parce qu'à certains moments ils parlaient d'envoyer des infos vers ta voiture. Mais donc ça, tous les constructeurs ne donnent pas la même souplesse, donc ça demanderait quand même beaucoup de boulot de leur part. Mais ils ont ces infos qui viennent de la voiture, donc pour contrôler votre conduite, et ils ont aussi le partage du Wi-Fi qui est prévu. Malheureusement, comme le lancement est prévu aux États-Unis uniquement avec AT&T. Et donc je sais pas quand ce sera prêt en Europe. Ce qui m'a fait tiquer, mais ils n'ont pas du tout avancé sur le sujet, c'est que dans leurs partenaires, parce qu'ils avaient mis une longue liste de partenaires sur leur projet auto, c'est qu'ils avaient une marque d'assurance européenne qui était dans les partenaires. Je me dis, tiens, ça c'est intéressant. D'accord, oui. Savoir que mon assurance pourrait savoir si je roule comme un sagouin ou pas. Oui, ça, effectivement, c'est un des risques de ce genre de données. On en avait déjà parlé par rapport aux données concernant la santé, par exemple. C'est un peu le même genre de risque, en fait. Oui, tu pourrais très bien, dans quelques années, avoir une assurance qui te demande de rouler gentiment, et qui, en échange... Il y a une autre application de ce genre de choses que moi j'avais noté il y a déjà quelques temps de cela. C'est le fait d'avoir une voie de retour sur les informations du véhicule, mais en big data par rapport à la masse des véhicules. Et ainsi, on pourrait savoir s'il y a des ralentissements sur les routes, et à quel endroit ça se passe, par exemple. Et d'avoir ainsi des informations relativement précises.
Mais ça, en Belgique, on le fait depuis, je dirais, plus de 10 ans. Sur les GSM, c'est ça. Hein. Sur les GSM, ouais. Et sur le GSM, et tu as toutes les infos, tout le monde a un GSM dans sa bagnole, c'est exactement la même chose, et ils ont une précision qui est assez correcte aussi au niveau de. C'est-à-dire qu'on repère la non-mobilité d'un GSM, et on en déduit qu'il y a un fort ralentissement sur tel tronçon d'une autoroute ou d'une région, etc. Ok, bon, ben voilà, ça c'est pour Samsung. On avait aussi d'autres informations concernant, par exemple, et ça on l'avait déjà pointé du doigt la semaine dernière, on n'en avait pas parlé, mais nous on l'avait vu, ça nous avait bien, on va pas dire excité, mais on trouvait ça assez rigolo, parce que c'est aussi un petit peu en rapport à un hors-série qu'on vous a proposé il n'y a pas tellement longtemps, concernant les caméras infrarouges. C'est ça, et c'est Caterpillar, ici, la marque auquel tu vas faire référence, qui a lancé en marge du Mobile World Congress un nouveau smartphone. Alors, c'est pas un smartphone pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas le genre pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est plutôt des smartphones endurcis qu'ils font, donc c'est plutôt pour professionnels sur chantier, sur la route ou que sais-je, des gars qui ont une probabilité de balancer leur téléphone dans la flotte, dans la poussière ou juste le laisser tomber 10 fois par jour. Ben voilà, ça c'est fait pour eux, c'est ce genre de smartphone. Les militaires aussi. Pardon ? Les militaires aussi, paraît-il. Oui, militaires, police, les mecs de chez Proximus, ceux qui viennent installer ils ont toujours ce genre, tous les installateurs. Et donc, la grande nouveauté sur ce téléphone, parce que tout le reste, ça existe déjà, c'est que ils ont rajouté une caméra infrarouge. Oui. La caméra, mais alors c'est pas la même marque, parce qu'il y en a deux sur le marché, grosso modo, sur les smartphones. Ici, ils ont intégré la FLIR par rapport à l'autre qu'on avait testé. C'est pas un mauvais modèle non plus, et ici c'est intégré dans le smartphone, c'est sympathique. Surtout que le prix n'est pas excessif, du coup on est à 649 €. Ouais. Pour un téléphone endurci, c'est pas hors de prix. C'est le 460, je pense, quelque chose comme ça, ou enfin une S60. S60. Ouais. Ouais. Donc il y a aussi un S30 qui est sorti qui ressemble très fort au S60, mais qui n'a pas la caméra infrarouge, qui était proposé également au même moment, si je ne dis pas de bêtises. Alors que je pense que c'est ta belle-mère ou ta tante qui t'envoie un SMS. Non, c'est mon téléphone, mais les téléphones Samsung, quand ça vibre, ça réveille tout le bureau alors qu'on a un plateau de 200 mètres carrés, quoi. C'est vraiment affolant. Et après, si tu te demandes pourquoi ta batterie est morte, ils ont augmenté la batterie. Oui. C'est un moteur de péniche qu'ils ont mis comme vibreur, donc forcément. Et on termine peut-être justement. Ce tour d'horizon, en tout cas ce que tu as relevé dans ces différentes présentations, de batterie qui se recharge en 15 minutes. C'est ça, et c'est Oppo. Je n'ai jamais entendu parler. Non plus. Donc ça se recharge 15 minutes Oppo. Voilà. C'est tout juste le temps qu'il faut. Oppo. Et donc les mecs, ils ont fait la démo d'une batterie et d'un système pour le recharger votre téléphone à 100% et pas juste à X%, soit 50-60% comme le font les autres en charge rapide. Non, à 100% en 15 minutes. Voilà, alors c'est une nouvelle technique de charge en voltage, en bas voltage. Je ne sais pas comment ils font exactement l'algo et les techniques. Les trucs sont pas très détaillés sur la toile, sauf qu'ils disent qu'il y a une partie de matériel militaire dans les composants, chargeurs, téléphones et compagnie, qu'ils y arrivent. Maintenant, il faut que des marques, des grandes marques commencent à intégrer ce genre de truc, parce que Oppo, j'ai entendu parler, et la semaine prochaine, on aura tous oublié. Ouais. Désolé pour eux, mais voilà, ça reste une marque. Alors, je vois que j'ai un petit carré rouge sympathique. Oui, on le voit aussi de ce côté-ci, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça tient. Je tiens à signaler qu'on fait cette interview par Skype, comme nous on le fait chaque semaine, et que là, il y a quelques faiblesses de réseau du côté de chez Sébastien, mais jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc, on continue. Ça tient. Et donc ici, j'espère que les grandes marques vont prendre le truc, parce que 15 minutes c'est pas mal pour le charger, et que au niveau batterie, ça c'est quand même un reproche que je peux faire sur toutes les annonces de tous les nouveaux téléphones qu'on a vus encore ici au Mobile World Congress. Ça change pas grand chose, on augmente la taille de la batterie, on essaye de réduire un tout petit peu l'utilisation de la batterie, mais fondamentalement, alors que c'est le truc qui nous fait chier depuis des années, il n'y a pas d'évolution, quoi. Mmh. Un téléphone qui tient un jour, je reste frustré avec ces téléphones qu'on a il y a 20 ans, une semaine. Quoi. La vraie révolution dans le domaine du mobile, ça va être le jour où on te dira que
tu peux faire une recherche par semaine, par exemple. Là, on pourra dire qu'il y a une vraie révolution. Et c'est même pas une révolution, c'est un retour. Et ce serait juste ce serait juste ce serait juste ce qu'on attend. Et enfin voilà, ce qui est tolérable en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et donc voilà, c'est vrai que ça reste une porte ouverte technologiquement, quoi. Ouais, je vais terminer avec le Mobile World Congress, si je peux juste sur un mot. C'est la conférence Samsung en l'occurrence. Il y avait pas mal d'intervenants extérieurs qui sont venus. Il y avait pas mal. Ils ont fait leur grosse surprise. Leur grosse surprise était avec un invité, donc je pense qu'on en parlera après. Et des casques. Alors c'était assez amusant si on regardait les vidéos en même temps. Parce que c'était disponible pour tout le monde, hein, Gear VR, tout le monde pouvait le streamer. Et donc ils forçaient les gens à le mettre pour regarder les 2-3 vidéos. Et les vidéos n'avaient aucun intérêt. Honnêtement, les vidéos qu'ils ont présentées n'avaient aucun intérêt. C'était plat, c'était juste pour montrer pendant 10 secondes une vidéo avec des environnements en 3D. Donc, j'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de faire là-dessus. Le fait est qu'ils avaient je ne sais combien de milliers de personnes dans la salle et que il y avait je ne sais combien de milliers de casques qui étaient là avec des téléphones chargés, tout bazar. C'était assez amusant. Justement, tu en parles, Sébastien, alors que j'ai un petit plantage de mon côté aussi, décidément, c'est le jour. Tu en parles, Sébastien, voilà, j'y arrive. La réalité virtuelle s'est invitée au Mobile World Congress tout au long de cette édition, à tel point que pas mal de gens ont réagi, en tout cas le grand public a découvert peut-être aussi ce que c'était par le biais des médias traditionnels, et par le biais également d'une photo. Et là, c'est avec Benoît qu'on s'est tous les deux été interpellés par cette image qu'on va nommer l'image de la semaine, qui est cette image de Mark Zuckerberg venu à Barcelone faire une présentation devant une salle comble, à la présentation Samsung, devant une salle comble de journalistes, pour la plupart, qui portent un casque de réalité virtuelle. Et cette photo nous interroge, nous pose question. Alors, on l'avait mis dans notre abécédaire à la lettre, enfin pas la lettre, au chiffre 1, c'est une chose qu'on n'a jamais fait, 1 comme 1984. Benoît, ta première réaction quand tu as vu cette photo? Il faut absolument qu'on se coordonne parce que tu fais tout le sujet. Ah, je suis désolé. Je crois que tu as tout expliqué en fait. C'est vrai que la manière dont l'image est présentée, le cadrage, l'éclairage, etc. Je trouve qu'on est à fond dans la symbolique qu'on retrouve dans le fameux clip 1984 d'Apple, dans Matrix. On est en plein là-dedans, et donc c'est vrai que c'était sans doute pas l'image qu'il voulait donner, mais moi je le vois comme étant vraiment oula, mais quelque part. Et j'ai remarqué que pas mal de gens avaient un peu la même lecture. On la rattache à des films de science-fiction, à la déshumanisation, etc. Et je pense que c'est pas le message qu'il voulait donner au départ. Sans doute, mais en même temps, ça pose question, de manière, même s'il y a aucune intention particulière dans cette photo, qu'elle est juste, très surprenante. Parce qu'on voit que les types qui portent les casques, il y en a pas un qui sourit, ils tirent tous la gueule déjà, c'est déjà un premier élément. Et puis, chacun a son interprétation de ce que représente cette photographie, quelque part. L'histoire qu'elle raconte, comme toute photo, de ce que sera le futur, justement, de la réalité virtuelle, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'isoler technologiquement, chacun dans sa bulle, à vivre des vies qui ne sont pas les nôtres, dans des endroits qui ne sont pas les nôtres, etc. Voilà, c'est plein de questions qui sont posées, qui étaient posées également par un article assez long dans Le Monde. Enfin, voilà, c'était... je trouve ça un petit peu inquiétant. Quand on voit ce genre d'image, moi je trouve ça un petit peu inquiétant. En même temps... Je trouve pas l'image terriblement inquiétante, mais par contre, elle rappelle un imaginaire d'image qui est associé au fait d'être inquiétant. Oui. Et bon, en final, quand on fait la lecture derrière, c'est jamais qu'une conférence. Les mecs découvraient le matériel, ils sont un petit peu perdus, etc. Donc c'est pas anormal qu'ils fassent la gueule. Mais elle est mise en scène d'une façon qui rappelle des films qui sont effectivement inquiétants. Mais en même temps, quand sur le postulat, dire ces gens qui s'isolent dans une bulle, cette technologie qui isole de plus en plus le monde, etc., ça pourrait aussi bien aller à d'autres photos. Des gens dans un train en train de lire le journal, par exemple. C'est une vieille photo qui était prise dans les années 50 qui est ressortie il y a quelques années parce que justement... Par rapport aux tablettes, là, pour le coup. En disant, on s'isole avec la technologie et montrant qu'en fait, non, on s'isole quand on a envie de s'isoler. On s'isole avec un bouquin, on s'isole avec un journal, on s'isole avec n'importe quoi. Et quelque part,
ce que j'allais te dire aussi, c'est que le côté isolation, on n'a pas attendu le casque numérique, enfin le casque virtuel, pardon, pour ça. Regarde dans les restaurants, etc. Moi, je suis parfois impressionné de voir les gens qui sont à la même table et qui se téléphonent ou qui sont en train d'utiliser une app ou qui sont en train de faire ça, etc. Et c'est exactement la même chose là, quoi. Ouais. Ils sont dans la salle, mais ils y sont pas. Ouais. Voilà. Mais ça. Là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'on avait ce type d'image aussi. C'est excessivement rare d'avoir tout le monde qui porte le même appareil sur la tête. Et avec Zuckerberg comme le maître du monde. Et oui, c'est ça qui est le seul à encore regarder. Et oui, qui est encore le seul à regarder la vérité, la réalité en face, quelque part. C'est ça aussi. Sébastien. C'était un jeu, parce que pendant la conférence, sur 1h30 de conférence, les mecs, ils ont regardé dans leur casque 2 fois 2 minutes. Oui, c'est ça, oui. Pour des vidéos qui étaient, voilà, j'ai dit de piètre qualité, sans râler sur Samsung sur leur show, parce qu'ils ont pas le niveau que d'autres marques font quand même pour ce genre de prestations. Mais ici, c'était un jeu de la part de Samsung, parce qu'ils n'ont jamais invité des noms comme Mark Zuckerberg pour leur conférence. Ils n'ont jamais eu cette chance, entre guillemets. Et ils ont réussi à ce que plus d'1 millier de personnes dans une salle foutent un casque plutôt que de leur demander de se fermer les yeux, on va vous faire une surprise. Et puis au moment où ils ont enlevé leur casque, le mec de Samsung avait disparu. T'avais Mark Zuckerberg qui était là pour dire on aime bien Samsung. Oui, il y avait un petit effet. Nous chez Facebook avec Oculus, et on va faire plein de trucs. Oui, puis il y avait un petit effet scénique pour un peu épater la galerie, quoi. C'est ça, donc c'était un effet qui était excellent de la part de Samsung pour l'occasion. Le photographe, par contre, sa photo est excellente, mais ça ne correspond pas au contexte et à ce qui se passait réellement. Il regardait une vidéo qui était effectivement moisie pour les détourner de la réalité pendant que quelque chose se passait. Marc débarquait sur scène. D'accord. Après, le casque, il y en a eu énormément sur le Mobile World Congress. Ça reste pour moi pas mal orienté gamer pour le moment. Sur le commun des mortels, j'ai essayé avec le commun des mortels il y a quelques jours en peine au bureau pour voir comment les gens réagissaient, parce que Marc qui fait le podcast ici aussi voulait l'essayer, le Gear VR qu'on avait fait en test, et tu vois que ça attire le commun des mortels de voir, d'essayer de regarder. La curiosité, oui. La curiosité est très importante vis-à-vis de ce genre d'appareil, mais tu vois qu'il manque encore quelque chose pour le déclic. Alors que c'est des trucs qui coûtent entre 50 et 100 balles. Oui. Personne ne sortait de l'expérience en disant bon, c'est bon, je vais m'en acheter un ce week-end, c'est génial, quoi. Les gamers, oui, et encore, et pour le reste, on est encore pauvre en contenu que pour voilà, tous y aller. Pourtant, c'est vraiment que 100 balles, quoi. Oui, c'est bien sûr. Moi, ça me fait penser un peu à la TV 3D qui a souffert exactement du même problème, c'est qu'il fallait mettre un équipement spécial, les lunettes, c'était pas agréable, etc., etc., etc. Et c'était techniquement au point, mais c'était pas attendu. Embêtant. Oui, c'est ça. Surtout par rapport à la qualité de contenu qu'il y avait à trouver. J'ai vu effectivement pas mal de gens qui comparaient cette technologie, en étant un petit peu négatif, à la 3D, en disant ça va être pareil, ça va être un pétard mouillé, dans 2 ans on n'en parle plus, etc. Et d'autres par contre qui eux rebondissent sur le buzz entre guillemets VR lié au Mobile World Congress. Coca-Cola, pour ne pas les citer, ont proposé des cardboards, ou proposent maintenant des cardboards liés à la vente de quantité de boissons gazeuses. Donc c'est qu'ils surfent sur la vague évidemment, mais voilà, ça commence à rentrer dans les foyers, on va dire, parce que c'est super simple. Alors, je suis pas d'accord, la comparaison 3D VR, c'est que effectivement, si tu prends la 3D, t'avais un certain nombre d'entreprises qui avaient des intérêts à ce que ça fonctionne. En gros, tous les fournisseurs de télé qui voulaient une nouvelle télé, quelques gars pour les jeux vidéo, mais ça continue à fonctionner aussi bien. Au niveau virtuel, tu vois quand même que tu as beaucoup d'acteurs qui sont engagés. Apple, Google énormément, Nvidia et plein d'autres, et qui mettent énormément d'argent pour créer un écosystème avec plein de choses. Facebook aussi à coût de millions et de millions d'euros. Ce que tu n'avais pas sur la 3D. Ici, ils veulent créer du contenu.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Il faut créer ce contenu. Créer ce contenu, ça coûte cher. C'est là où l'analogie avec la 3D, il y a une rencontre à ce niveau-là, c'est que ça a coûté, la 3D, ça a coûté très cher aussi à pas mal de producteurs de cinéma qui ont produit quelque part à perte aussi du contenu en 3D, parce qu'on ne le filme pas évidemment de la même manière qu'un film traditionnel. Et donc là, il y avait aussi une question de coût important. Enfin, on ne peut pas dire que les investissements étaient comme ça au lance-pierre sur la 3D. Hein. Il y a eu de vrais investissements avec cette volonté de vendre beaucoup de télévisions, évidemment. Bien sûr, mais il y a beaucoup plus de sociétés qui sont intéressées dans la VR ce qui n'étaient intéressées dans la 3D. Sans doute, ok. Et voilà, et le public sera plus intéressé pour ses souvenirs sur la VR que sur la 3D. Ok. On conclut sur le chapitre. Il y a moyen d'en parler des heures. Il y a moyen. C'était un sujet. C'est rien que sur une image. Hein. C'est la photo qui a provoqué ça. Rappelons-le quand même. Je ne sais pas. Peut-être Benoît une conclusion ou pas. C'est toi qui avais lancé l'idée. On va avancer. D'accord. Ok. Si ça revient, si vous-même de votre côté vous avez des questions ou des interrogations, il y a moyen d'ouvrir un débat sur informaticien.be par exemple ou sur YouTube. La modération, c'est chez Sébastien dans ce cas-là. Donc voilà. Allez, on commence quelque part aussi notre abécédaire avec la lettre A comme Apple, et on revient sur cette information dont on avait déjà parlé la semaine dernière, mais il y a eu des évolutions depuis, parce qu'on était à la genèse de cette information concernant cet affrontement entre Apple et le FBI. On rappelle vite fait les faits, Benoît. Alors, vite fait les faits. Le FBI souhaite que Apple pirate un de ses téléphones, donc mettre son savoir-faire en matière de sécurité au service de défaire la sécurité d'un iPhone. Et Apple le refuse. Il faut quand même souligner qu'ils ont fourni un certain nombre d'informations au FBI, des informations qui sont demandées normalement, mais Apple refuse et a amené le débat public en disant c'est pas... Voilà, Tim Cook a sorti une lettre sur le sujet, est en train de faire le tour des télés et essaye d'arriver quelque part à, d'une part, un peu cyniquement, je vais dire, faire reconnaître la qualité en matière de sécurité de ses produits, que c'est pas toutes les marques qui font ça, qui ont des produits que le FBI a du mal à pirater. On va en reparler dans un instant. Il y a une réaction de Bill Gates. Je pense que c'est pas par hasard parce qu'on connaît la qualité de. Je rappelle juste le contexte précis du truc. C'était il faut, parce que c'est quand même là aussi très touchy. C'est dans le cadre de terrorisme et de gens qui ont laissé traîner des téléphones et donc ils veulent avoir des informations, des photos, etc. qui sont dans un téléphone. Hein, pas non, tous, il y en a 12. Enfin, il y a ce téléphone-là, mais en même temps, il y a toute une série d'autres téléphones qui visiblement sont dans d'autres affaires. Le FBI voudrait bien là aussi qu'Apple les ouvre. Et donc, quelque part, c'est aussi un cas de test pour le FBI. Et on a l'impression, quelque part, le débat prend aux États-Unis et des acteurs font... il y avait par exemple la proposition de dire que c'est pas une cour de justice, quelque part, de prendre des décisions de société. C'est à d'autres espaces, dans d'autres espaces qu'elle doit se faire. Et donc, de créer peut-être une commission pour permettre à différents acteurs de venir s'exprimer et peut-être légiférer en la matière. Il y avait aussi moi je trouve que ça met aussi en lumière de façon intéressante le débat qu'il y a eu il y a quelques semaines en France sur l'OS national. Parce qu'en fait, quelque part, c'est vrai que si une décision se prend, elle va se prendre par les Américains et elle va s'imposer au monde. Si demain le FBI peut ouvrir n'importe quel téléphone, on n'aura pas tellement l'occasion de dire non, en Europe, en Belgique, on a d'autres règles, chez nous, ça fonctionne pas comme ça, etc. Là aussi, technologiquement, l'idée, Sébastien, tu nous l'avais bien expliqué, mais ça vaut peut-être la peine de le rappeler, c'est que si on donne les clés, en gros, ils peuvent aller dans n'importe quel téléphone. On ne peut pas ouvrir la porte uniquement sur un smartphone ou sur un smartphone défini. Il faut donner le trousseau de clés, entre guillemets, qui va ouvrir la fameuse boîte de Pandore dont on avait parlé. C'est ce que dit Apple, effectivement, mais pour moi, c'est un discours qui est un petit peu hypocrite. Parce qu'effectivement, ils disent, oui, si on crée un outil, n'importe qui on a créé la connaissance, et si cette connaissance existe, ça peut aussi être utilisé à mauvais escient. Donner le code source du cancer, a-t-il dit. Mais c'est hypocrite parce que des exploits existent pour ces téléphones, et si on arrive à les jailbreaker, c'est pas pour rien, et donc il y a des exploits pour pouvoir
pour pouvoir débloquer son téléphone. J'en ai longuement discuté avec Marc au bureau. Il dit non, c'est possible, il y a même moyen, tu me donnes un téléphone bloqué avec un code, on a moyen de rentrer dedans, mais il y a des procédures qui sont un petit peu longues et pénibles, et tu n'as pas une certitude que tu ne vas pas perdre ton contenu. Oui, donc c'est ça le problème. Mais voilà, il y a des possibilités déjà de le faire aujourd'hui. Donc il y a un débat qui est un peu idéologique pour le moment de la part d'Apple, de dire va chier, je veux pas le faire. Ouais. Voilà. Et on va te laisser la parole, c'est parce qu'un autre acteur est rentré dans la danse. On en a un petit peu touché un mot il y a quelques instants. Bill Gates a donné son opinion sur la chose, non sans un retour de bâton et explication et redondance dans l'explication. Oui, il a quand même un peu vieilli, hein, notre ami Bill. Oui. Quand on voit les vidéos et les photos, il a un peu vieilli. Et, bon, il est moins moche que quand il était jeune. Hein. non, il a bien vieilli. Hein. Oui, écoute, c'est normal. Hein. Voilà, et donc sa position, c'était non, Apple doit le faire, parce que, voilà, question de sécurité, ils ont collaboré, mais... ça, c'était la première phrase qu'on a reprise de sa part et qui a été dans toute la presse. Oui. Bill Gates dit que lui, on doit ouvrir, alors que tout le monde est contre, Facebook, Google, machin. T'as vu, le gars de chez Microsoft, il veut l'ouvrir. Ouais, enfin, sauf qu'il est plus vraiment dans le... il dirige plus Microsoft, c'est plus lui, c'est plus... il y a quand même quelques années qu'il est plus si actif que ça. Et puis surtout, Bill Gates, quand tu revois son interview après, lui, il veut surtout qu'il y ait un débat de société. Lui, il est pour, voilà, personnellement il est pour, mais il estime que ça doit être débattu au sein du Sénat, au sein de plein d'endroits, et qu'il doit y avoir un débat de fond sur est-ce qu'on doit le faire ou est-ce qu'on doit pas le faire, et jusqu'où on doit aller vis-à-vis du terrorisme. Parce qu'il dit, si les gars ils sont capables de faire péter et tuer des milliers de gens, est-ce que tu as envie ou pas que ton gouvernement il ait les moyens de te défendre, et jusqu'où tu veux aller. Et ils disent, voilà, ça c'est à la société globale de décider, et c'est pas Apple, c'est pas un juge. Et voir à quel niveau de pouvoir on confie les choses, quoi, aussi. Voilà, et donc ça, il dit, c'est ce qu'il essayait de dire, il dit, ça a été un peu déformé, et il s'en est pris une petite branlée de bois vert. Oui. Là aussi, toute cette histoire, ça interroge également. Hein, on en avait déjà parlé justement par rapport au Patriot Act, etc. Enfin, tout ce que ça impliquait également sur la sécurité informatique et autres. On a là un nouvel exemple. Benoît, je sais pas je vais encore te redonner la parole parce que j'aime bien. Je sais que tu as de très bonnes conclusions en général. Tu fais bien la synthèse des choses. Donc, je vais te redonner la parole par rapport à ce sujet. Comme ça, on conclut. Par rapport au sujet, moi, il y a une chose que tu as dit, qui est assez vraie, je pense. Et il faut vraiment le comprendre. Tu as dit, c'est un peu donner le trousseau de clés. Il faut réaliser que l'iPhone, ça devient le trousseau de clés et c'est appelé à devenir le trousseau de clés de la maison aussi. Donc, l'Internet des objets, ça devient une réalité. Il y a des cadenas de vélo qu'on ouvre avec son téléphone. Il y a plein d'autres trucs comme ça qui arrivent de plus en plus. J'ai un collègue qui a une caméra devant chez lui sur son ouvre-porte qui lui permet depuis son téléphone, quand il y a un livreur qui vient par exemple, de gérer ça. Mais ça veut dire que si on peut ouvrir le téléphone, on peut ouvrir tout le reste. On peut aussi ouvrir en fait le monde réel en même temps. Il y a un effet domino, quoi. Quand même un petit peu. Voilà, vous pouvez faire des serrures et des portes, mais il faut être certain qu'on arrivera à les forcer. Donc, voilà, on n'arrête pas de se poser des questions, et je pense que c'est plutôt positif de s'en poser, heureusement qu'on se pose des questions. C'est ça l'essentiel, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et je préfère nettement ce genre de conversation, même si c'est dans la presse, c'est des fois un petit peu à l'emporte-pied, c'est des fois traduit de manière un petit peu abrupte, ou des phrases sorties de leur contexte, etc. Mais au moins là, il y a débat public, et c'est plutôt intéressant de voir comment les choses évoluent. Il vaut mieux ça que des décisions qui se font en loose dé dans notre dos, et qu'on se rend compte après qu'on n'a plus aucune liberté individuelle et qu'il n'y a plus de secret pour personne, et là ce sera beaucoup plus gênant, effectivement. On peut passer à la lettre F. Tant qu'à faire, je chante comme ça un petit peu comme un cheveu dans la soupe, mais voilà, F comme Foxconn, Benoît. Foxconn qui peut parler d'Apple en fait quelque part. Bah oui. Foxconn qui essaye de racheter Sharp. Alors c'est pas encore tout à fait fait parce qu'ils sont en train de finaliser l'accord, ils sont encore un petit peu en train de discuter du prix, etc. Mais clairement, Sharp souhaite se vendre et Foxconn souhaite racheter. C'est parfait. Donc après, bon, il reste des petits détails à régler. Il restait pas grand-chose chez Sharp. Il restait pas grand-chose de Sharp. Ils avaient déjà bien dégraissé il reste quand même les fabrications des écrans. Oui. Et pour Foxconn, c'est pas inintéressant puisqu'ils fabriquent quand même pas mal de matériel électronique. On rappelle, c'est la société qui fabrique pas mal d'électronique pour beaucoup de marques, y compris
les iPhones et les Mac. Et effectivement, qu'il y a souvent des écrans Sharp dedans, quelque part, ça leur permet de renforcer leur lien avec un de leurs clients principal. Et puis, Sharp, c'est peut-être pas une marque super grand public, mais c'est quand même une marque qui est un petit peu connue du public. Oui, ça l'a été. Foxconn, c'est pas connu du tout. Les peu qu'on connaît, c'est des esclavagistes et compagnie, donc c'est peut-être pas la marque avec laquelle tu veux te présenter au grand public. Donc ça leur ouvrirait peut-être également l'occasion de relancer une marque et d'arriver avec des produits qui seraient propres. Je ne sais pas si c'est ça qui est dans leur plan, mais on comprend l'intérêt. En quoi ce sera en tout cas complémentaire aux activités actuelles de Foxconn. Sharp était assez populaire dans les années 80 avec du matériel j'allais dire Wi-Fi, non, Hi-Fi pour le coup, genre des cassettes, des amplis, etc. Quand on avait encore des chaînes, des écrans. Et des TV, des écrans, c'était plutôt accessible, plutôt populaire. C'était pas le moins cher, mais c'était pas le plus cher non plus. C'était de bons appareils en général. On reste chez toi, Benoît, et on attaque la lettre G. G comme Git. Alors là, il va falloir remettre un petit peu les choses dans leur contexte pour ceux qui ne connaissent pas Git. Alors Git ou Git, c'est le produit qu'on utilise qui est devenu aujourd'hui le produit le plus populaire pour faire de la gestion de versions. Quand on développe du logiciel, un logiciel, on fait une première version, puis il y a plein de bugs, donc on les corrige. Il y a moins de bugs, on les corrige encore. Il y a moins de bugs et on améliore petit à petit. Ou on rajoute des nouvelles fonctions. On rajoute des écrans, des boîtes de dialogue, des solutions, etc. Et la question, c'est que très vite, le code, il devient gérable. Parce que ça part dans tous les sens. Là où on a voulu corriger quelque chose, mais est-ce qu'on l'a en final vraiment mis dans la version qu'on est en train de tester et tout ça. Et donc, il y a des logiciels qui permettent de gérer ça. Du logiciel pour gérer comment on développe les logiciels. Et Git est aujourd'hui le produit le plus populaire, je pense. En tout cas, celui qui a le plus de visibilité. C'est pas celui qui a la plus grosse base installée, parce qu'il y a des produits qui sont là depuis plus longtemps, et donc qui ont une grosse base installée, mais c'est celui qui monte très fort. Et il a une fonction que j'ai toujours trouvé socialement un peu pas sympa. D'ailleurs, en tout cas, le nom qu'ils ont donné est pas sympa. Il y a un bug. Le bug, on arrive à se rendre compte qu'il est introduit dans telle version du logiciel. Et on peut chercher le blame, c'est-à-dire qui est coupable, qui a fait ça. Et alors, il y a un gars qui s'est amusé à faire une extension de Git en disant voilà, on va pouvoir changer le nom. Et si on se rend compte que c'est moi qui ai fait l'erreur, il y a pas mal de comiques vraiment très très développeurs qui jouent sur le fait qu'avec Git on sait qui il faut condamner. On va pouvoir changer, on va pouvoir dire non, c'est pas moi, c'est mon collègue, c'est sa faute. C'est vraiment très vache. Éventuellement faire à l'inverse, cette fonction-là qui est bien, je vais pouvoir me l'attribuer. En plus. Oui, voilà, c'est marrant que personne n'ait pensé à faire ça avec Wikipédia, par exemple, parce que Wikipédia, il y a un outil aussi qui permet de voir qui a modifié quoi dans les articles Wikipédia. On aurait pu imaginer aussi une application tierce qui permettait de mettre en avant qui avait bousillé un article ou qui avait tendance à saccager les articles sur Wikipédia. Pourquoi pas, finalement. C'est moins technologique, c'est moins geek quelque part, mais on est un petit peu dans le même esprit. On va encore rester sur la lettre G. Oui. Comique, mais il y a un côté un petit peu sérieux derrière, c'est que ça pourrait peut-être être utilisé pour faire de l'ingénierie sociale. Dans des logiciels libres, il y a beaucoup de contributions. Tel contributeur en qui la communauté a confiance quelque part, pour injecter un morceau de code qui serait moins souhaitable, eh bien, on pourrait essayer comme ça de s'approprier, de lui approprier l'identité de quelqu'un. Donc c'est intéressant, mais c'est amusant, c'est drôle. L'idée de départ, elle est drôle, elle est amusante, mais elle pose peut-être 2-3 questions sur la sécurité de Git. Effectivement. Alors, tu vas te donner l'information en tant que développeur. On a un autre développeur, Sébastien. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de l'outil et de ce qu'on en fait, surtout? Écoute, je suis pas, j'ai jamais utilisé Git en l'occurrence. Moi, je suis encore sur des vieux SVN et des trucs comme ça. Je sais pas, c'est comme le dit Ben, il y a des technos enfin, Benoît, désolé. Quelle familiarité. Voilà, comme ça, t'as vu quoi. Il y a des technos qui fonctionnent depuis 20 ans et moi j'ai plein d'outils qui sont pour certains pas évolués depuis 20 ans et qui fonctionnent avec des vieux outils. Je suis très bien avec ça. Ben voilà, donc chacun... voilà. Et dans ces outils, on ne sait même pas qui a fait quoi, on sait juste quand ça a été fait. Et si tu as eu le courage de mettre une note, parfois,
Mais t'es déjà content d'avoir des versions. C'est vrai, quelque part. Et c'est ce genre de choses dont on parle régulièrement dans nos hors-séries consacrées au logiciel libre, par exemple. C'est bien. Je vais être sponsorisé avec mon cadre rouge pendant tout l'épisode. Hein. On le voit très peu, nous, à l'image, donc c'est moins gênant. Mais c'est quand même très particulier, c'est-à-dire qu'il est possible, sans aucune bande passante, de communiquer via Skype. On est en train de faire la démonstration que même quand il n'y a pas de bande passante, ça fonctionne, et en HD, s'il vous plaît. Je vais repasser la parole à Ben pour... On va l'appeler Ben maintenant, pour parler de la lettre G encore, mais G comme Google pour le coup, et la Google Car en l'occurrence. La Google Car qui est reconnue comme étant la conductrice en cas de la voiture. Oui. Et c'est pas neutre parce que ça veut dire s'il y a un problème avec la voiture, si elle provoque un accident, qui est responsable. Et la démarche actuellement de la plupart des autorités a été de dire il faut garder les mains sur le volant, il faut garder le contrôle, et puis c'est la personne qui est responsable, ce que je trouve être une bêtise prodigieuse. Donc la décision de l'administration américaine de dire non, en fait, celui qui conduit cette voiture, c'est un logiciel. Je pense que c'est une très bonne décision. Elle amène plein de questions de société derrière, mais c'est une très bonne décision, parce que ça veut dire que d'une part, Google est responsable, et donc c'est un petit peu simple pour l'entreprise de dire oui, mais il n'avait pas gardé les mains sur le volant, donc tant pis. Et d'autre part, j'ai un petit peu recherché le sujet. On n'a pas des masses d'expérience d'autres systèmes avec une conduite automatique. Les principaux autres systèmes qu'on a, c'est dans l'aviation. J'ai un petit peu recherché le sujet. Et quand on creuse, on se rend compte que l'idée de il faut que les personnes gardent les mains sur le volant et soient prêtes à reprendre le contrôle, c'est d'un stupide profond. On a plusieurs exemples on a plusieurs cas de crash d'avion qui ont été causés parce que le pilote a repris le contrôle du pilotage automatique. Pourquoi ? Parce que l'avion est dans une situation compliquée. C'est à ce moment-là que le pilote se dit je vais reprendre, et il a en fait beaucoup moins d'informations que le système de pilotage automatique qui depuis un certain moment est en train de monitorer la situation. Ces sens peuvent être trompés. Le contrôle, c'est ce qui provoque l'accident. Et on se souvient d'ailleurs que Google répète régulièrement les seuls cas où la Google Car ça a eu des accidents, c'est quand elle était conduite par un être humain. Oui, tout à fait. Elle reprenait le contrôle en se disant ça se passe pas bien, machin, prend le contrôle et il provoque le problème. Nos sensations peuvent être certainement plus capables que lui de le gérer. Nos propres sensations peuvent être un ennemi aussi, parce qu'on interprète mal sa position dans l'espace, par exemple, des choses comme ça. On pense qu'on monte alors qu'on descend, ou l'inverse. C'est pas spécialement ça. C'est surtout le fait que tu es occupé à autre chose. Tu n'es pas attentif. Tu n'es pas en train de gérer le problème. Et puis brusquement, tu paniques. Tu reprends le contrôle en panique. Tu n'analyses pas complètement la situation. Tu n'as pas le temps. Et tu fais une bêtise. En même temps, donner une existence, on va dire, judiciaire ou une existence à une machine, c'est ouvrir une porte. On ne veut pas parler de boîte de Pandore, mais je pense à ce robot qui était présenté cette semaine, Atlas, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui se meut de manière très humaine et c'est très bluffant comme vidéo. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode, quand on aura plus d'informations sur ce truc-là, mais lui donner une identité, du coup, dire il a sa propre responsabilité, ce robot, ça ouvre aussi des questions, quoi. Ça pose question. Une superbe série de bouquins, La Longue Terre. C'est des romans écrits par Terry Pratchett, récemment décédé malheureusement, et dans lequel un ordinateur en fait se fait reconnaître comme étant un être vivant parce qu'il est la réincarnation d'un ancien lama. D'un ancien lama, au Tibet. Et c'est super amusant. Mais ça pose pas mal de questions, ce genre de choses. Et il y a pas mal de débats aujourd'hui, un certain nombre de personnalités qui essaient d'attirer l'attention sur les progrès très rapides de l'intelligence artificielle et les conséquences que ça va avoir sur la société. Puisque dans pas très longtemps, on sera sans doute plus les êtres les plus intelligents sur cette planète. Alors, quand on voit ce qu'on lui fait, on n'est peut-être pas certain qu'on est les êtres les plus intelligents, mais enfin, on sera clairement dépassé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Des questions en termes d'emploi, parce que c'est-à-dire qu'il y a plein d'emplois. On lit beaucoup dans la presse pour le moment qui se focalise sur ça, le fait que avec les robots, etc., il va y avoir 50% des jobs dans 10 ans dont on n'aura plus besoin. Mais c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens-là ?
qu'est-ce qu'on va faire si on est dans les gens qui ont un job qui est inutile? Et il y a énormément de jobs qui sont menacés. Sébastien proposait de leur mettre je voyais son geste de mettre des lunettes. Oui, des lunettes VR, oui, c'est ça, les Matrix. Ouais, mais là on est en plein dans Matrix. On va peut-être accélérer un tout petit peu, Benoît, parce que tout ça est très très intéressant et je pense que le débat il est une fois de plus ouvert et on invite également nos auditeurs à participer à ce débat dans les commentaires, évidemment. Par exemple, informaticien.be, enfin bref. Et je vais repasser la parole à Seb pour conclure justement la lettre G, Google et les voitures, parce qu'on pourrait avoir un guide un petit peu particulier, en l'occurrence, dans la voiture. Tout à fait. Alors, si vous utilisez Waze, application machin GPS Google, eh bien, vous pouvez avoir une nouvelle voix d'un acteur hollywoodien légendaire, quand même, Morgan Freeman. Pas mal. Alors, il y avait déjà possible d'avoir Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, et bien maintenant, Morgan Freeman vient de le faire, d'enregistrer sa voix pour en anglais, hein, donc en français c'est mal barré, pour vous guider. Voilà, il le fait pour la promotion de son nouveau film, machin, blablabla, mais c'est sympa, on va avoir une petite voix cool. Ce serait drôle qu'en français on ait la voix française de Morgan Freeman. Oui, le comédien qui le double. Ce serait comique. Ça se fait en général quand un acteur est très réputé et a sa voix attitrée. Souvent il y a un contrat qui lie les deux et quand l'un est utilisé dans certaines situations, bien on prend sa voix de doublage pour par exemple dans la publicité, des choses comme ça, utiliser la même voix pour une question de cohérence. Voilà, donc un guide de plus, c'est pas plus mal, c'est rigolo. On passe à la lettre L et on va parler de lumière puisque, rappelons-le, Benoît, c'est un petit peu notre monsieur photo, hein, monsieur déclencheur pour ne pas dire autre chose. Et donc là, on va parler d'éclairage pour la vidéo, j'imagine. Pour la vidéo, je le fais très vite parce que ça n'intéresse pas tout le monde, mais c'est vraiment l'annonce produit de la semaine pour moi. Lightpanel, ça a annoncé des nouveaux panneaux LED. Donc les panneaux LED, c'est des gros panneaux qui servent à éclairer des films, des vidéos ou même des photos. Oui. Et ils ont annoncé, donc ils ont une gamme de panneaux qui existe déjà, ils ont annoncé une version soft, c'est-à-dire une version où on a comme une boîte à lumière, c'est-à-dire une lumière qui va être très douce, très enveloppante, une lumière qui rend vraiment les gens beaux parce qu'elle fait des ombres douces et agréables. Ah, c'est ce qu'il me faut ici. On va se cotiser, Marc. C'est pas donné en plus. Parce que ça a sans doute coûté pas loin de 2000 € à mon avis. Mais c'est vraiment... Ah oui, il y a du travail. C'est vraiment une superbe annonce parce que c'est, pour les gens qui s'intéressent à l'image, ce genre de truc avant, c'était immense. Oui. Et là, hop, ça devient un petit panneau tout petit, avec une qualité de lumière, en tout cas pour ce que j'en ai vu, qui a l'air fabuleuse. Voilà, j'en dis pas plus. Qui se rapproche de ce qu'on appelle, enfin en taille en tout cas, qui se rapproche de ce qu'on appelle des mandarines. Hein. Si vous voyez des gens faire des... C'est beaucoup plus dur la lumière. Oui, bien sûr, mais je parle de la taille, du volume du projecteur. C'est des petits projecteurs orange que vous pouvez voir quand il y a une équipe de télévision ou de cinéma qui filme. Ça s'appelle des mandarines. Et ça permet de faire des éclairages en 3 points. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est pas donné, hein, ces machins-là, si je me rappelle bien. 2000 balles, il a dit. Le modèle non soft, il est à 1700. Oui, c'est ça. Oui. Attends, à ce que le soft soit dans cet ordre de prix-là. Voilà. Donc, il y a du boulot. On passe à la lettre M comme matériel. Non, mon numéro de compte, c'est le... Oui, c'est ça. Là aussi, si vous voulez... Après les commentaires. Pour que Marc. La lettre M comme matériel, Sébastien. On parle on revient un petit peu aussi au Mobile World Congress, mais on voulait pas le mettre dans la même case que les autres. Xiaomi qui lance son Mi 5. James Bond. Si. C'est ça. Oui, et effectivement, je voulais pas le mettre avec les lots parce que c'est pas tout à fait le même genre de marque, et je voulais absolument parler quand même de leur lancement parce qu'on les a. On a beaucoup parlé d'eux dans ces derniers podcasts en disant que voilà, c'était un petit peu difficile pour eux au niveau de la croissance. C'est en 2015, et ici effectivement ils viennent de ressortir leur tout nouveau flagship et ce téléphone fait voilà, il est tip top avec un 5 pouces 5.1 pouces super processeur machin tout bazar, sauf que à la différence des autres, au lieu d'être à 32 Go comme ils font tous, LG, Samsung, machin tout bazar, ils sont tous 32 Go, t'as qu'à foutre une carte micro SD, puisque maintenant on a remis un port.
eh bien, eux, ils se disent, ah, allez, on te monte jusqu'à 128 gigas. Donc, tu as deux versions, tu en as une à 32, je pense, et tu en as une deuxième à 128 gigas. Et donc, voilà. Et surtout, l'énorme différence par rapport à tous les autres, c'est que le Xiaomi Mi 5, c'est 238 € pour la version de base et 321 € pour la version énorme avec 128 Go, toutes les options, tout ça. Ce qui est juste deux fois moins cher que tous les autres. Voire même des fois 3 fois par rapport à d'autres encore. Voilà. Ouais. La problématique pour Xiaomi, c'est qu'il est annoncé sur le marché asiatique. Ouais. Que le truc ressemble quand même comme 2 gouttes d'eau à un téléphone. Je veux dire, si tu prends un iPhone, tu prends un Samsung, même encore beaucoup plus de Samsung, je trouve, qu'un iPhone. C'est exactement le même look. Et que pour débarquer sur le marché européen, vu le nombre de brevets en Europe et aux États-Unis, c'est pas si évident qu'ils puissent un jour le vendre aussi facilement chez nous, sauf via des moyens détournés, import, machin et compagnie. Donc ce sera pas si évident, mais il y a moyen de le faire importer. Plein de sites qui existent. Ok, bon, voilà, c'est un bon plan. Ça valait la peine de ne pas le mettre avec tous les autres, parce que finalement, c'est vrai que c'est des cas comme ça, des cas particuliers qui, de temps en temps, remontent et qui nous intéressent aussi à première vue. C'est pas cher quand même. C'est pas très cher et c'est plutôt prometteur. On est à la lettre M, mais on reste à la lettre M avec M comme Maker. Benoît, on va parler d'un truc, c'est plutôt rigolo. Hein, c'est quelqu'un qui s'est un peu amusé quelque part. Hein, plutôt rigolo, effectivement. C'est un Maker qui a plein d'imagination. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à la 3e loi d'Arthur Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. De la magie, oui. L'auteur de science-fiction bien connu qui avait dicté ces lois. Et en fait, c'est l'horloge de Harry Potter dans les c'est romans. La sorcellerie, même. Voilà. Dans les romans et dans le film, les Weasley, la famille des amis de Harry, ont cette horloge qui indique non pas l'heure, mais où se trouvent les gens. Oui. Et il y a un maker qui s'est amusé, il a repris une vieille horloge et il a bricolé. Et il a fait en sorte de rajouter des petites LED et de les connecter à une petite carte. Oui. Et avec un petit script IFFT, il a mis en sorte que quand quelqu'un se trouve par la géolocalisation, quand le téléphone se trouve à un certain endroit, ça va allumer la bonne lampe. Et donc, les membres de la famille ont son téléphone. On peut savoir s'ils sont à la maison, s'ils sont pas loin de la maison, etc., etc. Moi, j'ai un collègue. C'est une idée super marrante. J'ai un collègue qui aurait besoin de ça au bureau pour dire quand il est en réunion, quand il travaille à domicile, quand il est en déplacement extérieur, etc. Ça me permettrait moi de me soulager parce que sinon c'est moi qui réponds aux questions. Mais je trouve ça rigolo comme tout. C'est marrant. Il y a un petit côté steampunk en plus dans le design du truc qui est assez amusant. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est rigolo, c'est bien. On reste à la lettre M encore. M pour mobilité, Benoît. On parle non pas de mobile, ça n'a rien à voir avec le Mobile World Congress, quoique ça pourrait, mais c'est pas leur domaine d'activité. On parle de bouteilles. On parle de bouteilles, exactement. Tu l'as remarqué, vous l'avez remarqué, moi j'adore l'inventivité qu'on voit sur Kickstarter avec plein de produits. Quand on les voit, on se dit, mais comment est-ce que personne n'y a pensé plus tôt? Et là, il s'attaque à un vrai problème, c'est la bouteille pour se désaltérer quand on va à vélo, faire du golf, faire du sport, n'importe quoi. Le bidon. Et souvent, le problème, c'est que la bouteille, il faut pouvoir l'accrocher quelque part. Le bidon. Et ils ont une idée géniale. La bouteille est en fait une pince. Oui. Et donc, la pince vient s'accrocher autour du cadre du vélo, sur un caddie de golf, sur n'importe quoi. Et on vient l'accrocher et on a une bouteille qu'on emporte tout le temps avec soi. Et c'est des Hollandais qui ont inventé ça. Le produit est pas très cher, c'est une 20aine d'euros. Moi, j'ai craqué. Je trouve ça vraiment inventif comme tout, amusant. Et je trouve ça génial que ce genre de truc puisse être mis sur le marché. Bien entendu. On reste bloqué dessus, même, tellement c'est mis. La photo est assez artistique, Non, mais ceci étant dit, très honnêtement, c'est bien imaginé, soyons très clairs, mais il existe, le système de la pince simplement métallique sur lequel on venait mettre le bidon standard de chez. C'est embêtant parce que tu dois accrocher ta pince, mettre le bidon dessus. C'est pas faux. Attends, moi quand je pars avec ma fille faire une balade à vélo. Et papa, est-ce qu'on met la gourde? Oh papa, c'est pas joli sur mon vélo, etc., etc. C'est génial.
Bon, ben d'accord. Ceci dit, il y a plus de couleurs possibles dans les bidons que dans ton truc. Mais bref, on va pas relancer le débat. Si vous aussi, vous avez une opinion de votre côté, n'hésitez pas. Sur déclencheur. Sur déclencheur. Allez-y. Déclencheur.be. Allez commenter de ce côté-là. Ça va nous changer un petit peu. Enfin, soit. On continue avec la lettre P. Ce numéro est dense en termes de contenu, mais on est bavard aussi, il faut le reconnaître. P comme politique. Et là, c'est Sébastien qui va prendre la parole s'il lui reste un tout petit pipi de bande passante. On va parler des startups anglaises qui haussent le ton, qui ne sont pas contentes. On n'est pas content de ce qui se passe pour l'instant, Sébastien. Non, et moi non plus, je ne suis pas content. Et tu sais pourquoi c'est qu'on n'est pas content ? Ben parce que l'Europe, tout ça, non ? Ah ben voilà, c'est ça, l'Europe, tout ça. Et les startups, il y a plein de startups qui se sont dit, c'est cool, on va aller établir notre siège social à Londres parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on parle tous anglais, on a un marché américain d'un côté où on peut y aller, et puis on a tout le marché européen, il y a des thunes, et puis il y a tout le marché européen qui est disponible sans taxes, sans machin, tout ça, c'est génial, quoi. Alors faut-il quitter l'Union ? Oui, aussi. Faut-il quitter l'Union ? C'est la question qui est posée pour l'instant, et par voie de référendum, ce sera au mois de juin, je pense. 23 juin, ouais. Donc, à tous les Britanniques. Et là, il y a une réponse franche et presque d'une seule voix, enfin de 8 voix sur 10, en l'occurrence, de dire non, nous, on veut rester dans l'Union, quoi. Oui, et donc il y a pas mal de startups, et alors c'est 8 voix sur 10 sur celle-ci, c'est un groupe, mais il y a plusieurs groupes, et tous les... Sur un échantillon de 170 personnes, donc 175 personnes. 175, ouais. Mais il y en a d'autres groupes, et à chaque fois arrivent plus ou moins au même résultat, 81, 87, 70 et des poussières % de gens qui disent non, on doit rester dans l'Europe, parce que voilà, économiquement pour eux et pour certaines startups, ils disent si on quitte l'Europe, on doit quitter Londres parce que ça va plus être possible pour nous, on va devoir aller sur le continent, et on quitte le pays. Donc il y a une certaine menace de tout ce qui est technologique, je les comprends, parce que si tu t'arrêtes au marché anglais, soit tu vas aux États-Unis et tu as un énorme marché, soit tu viens sur l'Europe parce que tu as quand même 500 millions de consommateurs, tu n'as pas 500 millions de personnes au Royaume-Uni. Et ce qui les énerve surtout pour le moment, c'est la prise de position du maire de Londres, qui est une des mascottes des startups anglaises pourtant, et qui prend vraiment son porte-drapeau en disant non, je veux qu'on quitte l'Europe. Et donc de ce fait, lui qui était dans toutes les fêtes, tout invité d'honneur de tous les trucs, eh bien, depuis quelques semaines maintenant, est banni et désinvité de tout ce qui se passe dans le milieu start-up à Londres. Donc, pour le moment, il y a un petit peu une guerre, une guerre technologique autour de on quitte ou pas l'Europe. Oui, et puis moi, je voyais un jeune entrepreneur il n'y a pas tellement longtemps, justement, à cette annonce-là, qui expliquait que tous ses fournisseurs étaient en Europe. Il avait un fabricant de bouteilles en Belgique, un fabricant de tel autre produit en Espagne, etc. Et que s'il n'était plus dans l'Europe, du coup, les prix allaient monter, qu'il allait mourir, parce que en plus, ses clients, c'était aussi les mêmes. C'était aussi l'Europe. Donc ça pose plus de problèmes que de solutions, manifestement. Maintenant, je ne suis pas ressortissant britannique, je ne sais pas ce que ça implique d'autres également. Je ne suis pas un insulaire non plus, parce que c'est aussi une façon de vivre, soyons clairs. Donc voilà, c'est un peu la question, là aussi, reste un petit peu posée. On verra, tu disais le 23 juin, c'est 26 juin 23 juin, oui. 23 juin, ce qu'il en est réellement, quoi. Oui. Tout à fait. Mais c'est intéressant de voir ici qu'on n'est pas sur la population globale qui elle est plutôt divisée, mais quand on prend vraiment le point de vue technologique, les gens high-tech, ils veulent rester dans l'Union. Ok, voilà. Globalement, tout le monde économique, c'est pas juste les gens high-tech. Oui, c'est ce que je dis par extension, c'est ce qu'on disait justement. Moi, je ne lis les articles que du monde high-tech. Désolé. Oui, sectaire. C'est pas vrai d'ailleurs que tu ne lis que des articles du monde high-tech, parce que sinon on n'aurait pas de lettre W et de what the fuck. Soyons très clairs, Sébastien. Je vais te rendre la parole parce que la lettre W donc revient avec le fameux what the fuck, et le premier, c'est ces histoires de licorne qui meurt, Sébastien. Oui, c'est bizarre. Hein. C'est triste. Alors, je ne sais pas si tu as encore la possibilité d'ailleurs de passer les images, parce qu'en plus, ils font ça avec des superbes glyphes d'une licorne qui est explosée en 2 morceaux avec un genre de... Avec un os au milieu. Un os au milieu et des trucs... Et donc, c'est assez rare, c'est vrai quand même dans le milieu le milieu start-up américain, de voir des gens qui sont en train d'essayer de faire
des grèves et compagnie. Et ici, c'est sur une boîte en particulier, Palantir, qui a quand même pas mal d'employés et pas mal d'investisseurs, où ils sont en train de... Enfin, parce qu'en employés, si je me rappelle bien, c'est 1800 personnes. Ils sont dans le big data. Et donc, et tous ces petits employés qui travaillent comme des comme des damnés, eh ben, on leur donne des petits morceaux de pourcent de la boîte, et là ils sont en train de se dire que les gars, on est en train de se prendre la branlée. Toutes les licornes qui valent 1 milliard, dont celle-là en l'occurrence, elles sont en train de se prendre une branlée, et toutes vos petites billes, elles valent plus 1 balle. Donc vous êtes tous en train de vous faire mettre profond. Et donc il y a un petit mouvement où il y a des gars qui commencent à poster des posters A4 de licornes complètement éclatées. Ils savent pas encore vraiment qui est derrière, ni quoi, ni qu'est-ce. Voilà, c'était assez drôle, mais je ne comprends pas encore non plus ce qui se passe derrière. C'est un peu particulier, oui, en effet. C'est bizarre, hein. Oui, c'est très bizarre. Mais ça crée tout un petit monde de gens qui se posent plein de questions sur c'est quoi ce malade, c'est quoi ces licornes. Un mini-buzz, quoi, en quelque sorte. Allez, encore un sujet, presque pour conclure. On est quasiment au bout. On va parler d'un bot Twitter pour rappeler à son provider de ses promesses. C'est ça. Alors, je sais plus d'où il sort le mec, je vais le retrouver. Ah ouais, un habitant de Washington et qui est pas content de son débit. Pas le seul, hein, parce que Marc est pas content et moi aujourd'hui je suis pas content non plus de mon débit. Hein, ça c'est clair. C'est vraiment tout moisi. Mais ça marche. Mais ça marche. Et donc le mec est un développeur, et plutôt que de chaque fois aller râler sur Twitter, parce que c'est vrai que quand on va râler sur Twitter, ça marche pas mal, il y a pas mal de marques qui répondent, et bien lui il s'est mis un petit truc, il fait son test de ligne, et quand ça marche pas, pouf, il poste un tweet. Et donc ça a déjà posté une quinzaine de tweets en un mois sur le fait qu'il n'arrivait pas à son débit. Ça a fait chier son provider, il a quand même envoyé quelqu'un pour essayer de trouver la solution. Ceci dit, ça me fait penser à un truc tout aussi technologique qui va sans doute intéresser Benoît, mais je pense qu'il avait suivi cette actualité. C'était le survol de la capitale belge, Bruxelles, par les avions qui décollent pas très loin de la capitale et qui font trop de bruit. Et donc il y a des normes de bruit qui doivent être respectées, et des gens ont été mettre des sonomètres sur les toits des immeubles, et chaque fois qu'un avion fait trop de bruit, et donc un certain nombre de dB sont dépassés, automatiquement il y a un mail de plainte qui est envoyé automatiquement au gestionnaire de l'aéroport. Je ne sais pas si Benoît t'avais vu ce machin-là. Ça représente des fois plusieurs centaines de mails par semaine ou par mois, je ne sais plus. C'est assez surprenant et c'est tout à fait automatique. Donc, et puis il suffit de s'abonner pour que ce mail soit dupliqué par le nombre de personnes qui se plaignent du bruit. C'est une manière automatique. Je suis persuadé que le gestionnaire de l'aéroport, il a aussi un système tout automatique pour tracher les mails. Oui, parce que sans doute qu'en plus le sujet c'est chaque fois le même, donc c'est facile de trier. Bon, soit, c'était une parenthèse, refermons-la vite fait, et on va clôturer cette fois-ci cet épisode avec un dernier what the fuck, Sébastien. C'est un overboard un petit peu particulier. C'est en tout cas, l'usage du... Et alors, je tiens tout de suite à me dédouaner. Je ne sais pas qui a mis ce what the fuck dans le je pense qu'on s'est fait hacker notre sommaire. Voilà, et quelqu'un a ajouté ça dans le sommaire, se dit il est pas mal ce sujet, on va quand même le faire. Et donc il y en a un de nos chroniqueurs qui a trouvé un film de boule, hein, on doit le dire, oui. Sur le truc Brazzers, qui fait des films de boules, apparemment. Hein, je ne le connais pas aussi bien que Marc Dorcel. Non. Et le sujet principal étant, on va dire, comme évidemment les filles à poil, hein, mais surtout le fait que les mecs, la position soit sur l'overboard. Voilà. Donc les overboards, c'est les petits trucs sur 2 roues sur lesquels on avance, machin électrique. Oui, il y a aussi un lien avec l'overboard qu'il y avait dans Retour vers le futur, si je ne m'abuse. Hein, le skate... Oui, sauf qu'ici, il vole pas, hein, il roule, quoi. Non, il fait d'autres choses. Allez, on montre l'image. 5 secondes, parce que pour pas se faire bannir. Voilà, donc the future of fucking. J'adore, c'est que il y a une petite phrase quand même tirée d'interview, c'est le plus grand défi a été de garder notre équilibre pour commencer. Une fois que nous étions habitués, c'était facile. Donc voilà, c'est facile. Et donc voilà, c'était la dernière info de ce numéro 69, puisqu'on nous l'avait proposé, on l'a fait, pourquoi pas. Merci
beaucoup Sébastien pour toutes ces informations sérieuses et moins sérieuses. Merci également à Benoît et à toutes ces bonnes informations et ces bonnes références. On va se retrouver très très bientôt, évidemment. N'hésitez pas à faire vos commentaires sous cette vidéo, sous cet article, où vous voulez. On retrouve toujours ce que vous nous envoyez comme message. Ne vous inquiétez pas et on essaye d'y répondre dans la mesure du possible dans ces épisodes. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.